L'électrification va à la fois se substituer, remplacer les motorisations classiques, mais va aussi venir en complément. Je vais citer deux exemples. Au Japon, par exemple, les Kei-cars, qui sont les petites voitures urbaines, sont aujourd'hui complètement, essentiellement thermiques. On est en train, avec Nissan, de construire une offre hybride, mais elle sera vraiment complémentaire. Elle n'est pas prête de se substituer aux véhicules complètement thermiques pour des raisons de coût. A contrario, prenons l'exemple en Europe des véhicules du segment A, Twingo. Ce sont des véhicules urbains qui sont voués à faire des petites distances. Et là, l'électricité, le full électrique, a tout son sens. Donc il est probable que dans un avenir proche, l'électricité remplace complètement, se substitue aux véhicules thermiques. On peut aussi citer le cas du diesel en Europe. Il est probable que sur les segments intermédiaires, les motorisations diesel soient remplacées par des motorisations essence hybrides. La comparaison de l'hydrogène associé à une pile à combustible par rapport aux batteries lithium-ion comme système de stockage comporte plusieurs volets. La stratégie de Renault est vraiment axée autour du véhicule électrique à batterie lithium-ion pour les trois raisons suivantes. La première, c'est la capacité de produire de l'hydrogène décarboné. Si un véhicule à pile à combustible utilise de l'hydrogène produit à partir de l'électricité carbonée ou produit par réformage du méthane, le bilan sur l'ensemble du cycle de vie en termes d'émissions de CO2 est plus défavorable que pour un véhicule thermique. Donc ça n'a pas de sens. Donc il est clé, il est incontournable de produire de l'hydrogène décarboné. Et ça, c'est un point, c'est un obstacle aujourd'hui. Le deuxième obstacle que l'on voit, c'est l'infrastructure. L'infrastructure n'est pas développée et elle sera compliquée à développer. Compliquée, je veux dire onéreuse, parce que stocker de l'hydrogène très volatile à 700 bars est quelque chose qui demande un certain nombre de moyens. Et le troisième point, c'est que sur l'ensemble de la chaîne de production et d'utilisation, le rendement de l'hydrogène est beaucoup plus faible comparé à celui d'une batterie. Le fait de produire par électrolyse, puis de comprimer, puis de stocker, puis de transformer à nouveau en électricité à travers une pile à combustible de l'hydrogène, pile à combustible qui a un rendement de 50 ou 60%, a un rendement globalement très faible quand on le met en regard d'un cycle complet de charge-décharge d'une batterie lithium-ion. Donc pour ces raisons-là, on ne voit pas à court et moyen terme le développement de l'hydrogène. Mais chez Renault, on ne les oppose pas. Un véhicule électrique avec une batterie de taille raisonnable, parfaitement adaptée à l'utilisation en ville et associé en mode range extender à une pile à combustible qui permet d'effectuer des parcours, des longues distances sur autoroute en ravitaillant très rapidement, a du sens. Donc c'est quelque chose, l'hydrogène, et de par probablement de l'émergence des énergies renouvelables intermittentes, a probablement aussi du sens dans le mix énergétique global. Alors aujourd'hui, la place du moteur à gaz chez Renault est bien réelle, notamment chez notre marque Dacia. Elle offre des gains de CO2 de 9 à 10%, ce qui n'est pas rien, et puis des coûts d'utilisation réduits. Donc ça fait partie intégrante de notre stratégie. Demain, on réfléchit à développer une offre basée sur le gaz naturel, le CNG, qui apporte des bénéfices supplémentaires. En termes d'émissions de CO2, là on parle de 20% de réduction par rapport au moteur thermique sur lequel il est accouplé. 20%, c'est une valeur élevée, c'est comparable à un très bon hybride. Il y a un potentiel supplémentaire, encore une fois, sur l'ensemble du cycle de vie en utilisant du bio-CNG. Enfin, le gaz naturel est abondant, il est disponible sur la planète et globalement, donc les coûts d'utilisation et d'exploitation sont assez réduits. Donc le gaz présente un intérêt certain. La grande question, c'est, encore une fois, le développement de l'infrastructure, pour lequel on n'est pas sûr. Donc on voit une place pour le gaz, de quelle ampleur, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on est sur une stratégie de veille active sur ce carburant. Les énergies renouvelables intermittentes vont avoir un impact certain sur les besoins de stockage. Pour rappel, dans les énergies renouvelables, il y a l'énergie hydroélectrique et l'énergie liée au biogaz. Celles-là ont l'immense avantage d'être stockables, donc ne posent pas de problème. Mais celles qui se développent le plus, qui sont l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, sont extrêmement intermittentes. Elles mettent en tension le réseau au sens où souvent elles produisent à des moments où les besoins ne sont pas forcément élevés, induisant un déséquilibre entre les besoins et les ressources. Donc face à ça, la stratégie de Renault, c'est justement d'utiliser, d'exploiter au mieux le véhicule électrique de deux manières. La première, c'est le smart charging. On va charger les véhicules électriques au moment
où cette énergie est abondante, voire excédentaire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le V2G, le Vehicle to Grid. Au contraire, lorsque le réseau est en déficit de production, on peut utiliser les véhicules électriques pour alimenter ce réseau. Donc pour nous, l'écosystème du véhicule électrique est une excellente réponse à cette intermittence des énergies renouvelables. On peut aussi citer comme autre réponse l'hydrogène, qui est une solution qui va certainement aussi se développer. L'Europe a engrangé un retard conséquent, pour ne pas dire abyssal, sur la conception et la fabrication de batteries. C'est une préoccupation. Près de 40% de la valeur d'un véhicule électrique aujourd'hui réside dans la batterie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement inconfortable. On est complètement dépendant de la plaque Asie, en Europe notamment, pour les véhicules électriques. Donc cette situation ne peut pas et ne doit pas rester comme elle est. La solution, elle est identifiée, c'est le fameux Airbus de la batterie. Je crois que l'Europe a de réels atouts pour le mettre en place. En tout cas, c'est une initiative que Renault supporte complètement. Ces atouts sont des excellentes compétences académiques et scientifiques, une industrie chimique de pointe, et puis une électricité peu carbonée. C'est important parce que dans le cycle de vie de production de la batterie, on le sait, une batterie, même quand elle n'a pas été encore utilisée, est à l'origine d'une forte production de CO2. Si elle est fabriquée à partir d'électricité décarbonée, son bilan est nettement plus favorable. Donc ça, l'Europe a des atouts vis-à-vis de l'Asie et de la Chine, pour ne pas le nommer. Elle a aussi des obstacles. Faire coopérer l'ensemble des États est quelque chose de complexe. Les différents acteurs, c'est aussi complexe. Et puis, on parle d'industrie, donc on parle de budget, d'industrie capitalistique. Il faut arriver à disposer des budgets. En tout cas, je le répète, Renault soutient cette initiative et Renault a des compétences qu'elle pourra mettre à contribution si cette initiative voit le jour. La batterie solide peut être une opportunité pour l'Europe au sens où c'est une nouvelle définition technique qui va requérir partiellement des nouveaux moyens de fabrication et donc il y a un petit peu de changement de règles du jeu. C'est toujours dans le business, c'est toujours bien de rentrer au moment où les règles du jeu changent. Donc c'est un atout, c'est un bon timing. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, on ne parle pas de quelque chose de complètement différent. On est toujours sur une technologie lithium-ion et les acteurs qui maîtrisent bien le lithium-ion à électrolyte liquide ont toujours un avantage concurrentiel qu'il va falloir rattraper. Pour faire face à ces nombreux défis, les besoins en compétences sont pluriels, sont multiples. Côté conception, on a des besoins sur la maîtrise de l'électrochimie pour choisir les meilleures batteries. On a des besoins en compétences électrotechniques pour développer les machines tournantes, en électronique de puissance pour développer les onduleurs. On a des besoins de connaissances en ingénierie de système, puisqu'il faut vraiment maîtriser l'ensemble du système d'un GMP électrique. On a des besoins de validation. On a aussi des besoins tout ce qui est process de fabrication. C'est important sur les machines électriques. Il y a des gains et des gisements importants. Et puis en aval, tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente, il ne faut pas le négliger. Et services après-vente requièrent aussi des compétences importantes. Mais chez Renault, ça fait maintenant 7 ans qu'on a lancé notre premier véhicule électrique, plus de 10 ans qu'on travaille dessus. L'Alliance a mis dans la rue plus d'1,5 million de véhicules électriques, donc on a toutes ces compétences avec un bon niveau de maîtrise, mais il faut quand même élargir assez substantiellement le nombre de personnes dédiées à l'électrification en rapport avec la taille du marché qui se profile. Je pense que le nouveau master hybride de l'IFP répond à cette mutation du marché parce qu'il offre vraiment une vision holistique, une vision globale de toutes les problématiques liées à l'électrification. Donc que ce soit en amont sur toute la partie conception, avec la maîtrise de l'électronique de puissance, des machines tournantes, des systèmes, puisqu'on parle de systèmes complets avec batterie et moteur, ou que ce soit plus l'aval, tout ce qui est marché, adéquation des besoins et des usages des clients. Donc il offre vraiment une vision assez complète. Je peux aussi dire que j'ai la chance d'y donner des cours. La qualité de l'auditoire est vraiment impressionnante, comme peuvent en attester la pertinence des questions qui sont posées, questions qui sont à l'origine de débats qui sont vraiment très intéressants et qui contribuent à élever encore plus le niveau de l'enseignement qui est dispensé.